bateau sombre-t-il en silence, Annick? Oui, Timba Bema qui pense à son pays, le Cameroun, et à ses compatriotes qui fuient le régime autoritaire du président Biya, qui est au pouvoir à peu près, je crois presque depuis 40 ans, mais dont la poésie vise à l'universel. Vous avez rencontré l'auteur il y a quelques jours. Son recueil est dédié à une certaine Joséphine, mais qui est-elle? Timba Bema. Joséphine, c'est une Camerounaise. Elle aurait pu être ma sœur, ma tante, ma cousine. Elle aurait même peut-être pu être une femme que j'aurais aimée, certainement. Mais Joséphine, c'est aussi un drame. Je veux dire que Joséphine symbolise une catastrophe, un effondrement, un naufrage. C'est-à-dire que le naufrage d'une vie, mais le naufrage aussi d'un pays. Et peut-être même, et c'est ça qui est tragique quelque part, c'est le naufrage de tout un continent. Mais Joséphine existe. Joséphine existe. En dehors de votre poésie. En dehors de ma poésie. Disons qu'elle a rencontré quelque part mon imagination. C'est un peu comme si c'est la réalité à un moment qui entre dans mon imagination et puis qui me révèle finalement le décor des choses, l'envers des choses. Ce que peut-être j'essayais de percevoir mais que je ne voyais pas encore et qui se trouvait justement dans ce regard de Joséphine. Joséphine, camerounaise, sauvée des eaux, c'est juste? Joséphine camerounaise, sauvée des eaux. Josépha, en fait, de son vrai prénom. Je ne connais pas son nom. J'aimerais tellement même lui offrir ce poème, enfin, et lui offrir, et lui dire tout ce qu'elle a pu ouvrir comme fenêtre et porte dans mon esprit, tout ce qu'elle a pu allumer comme bougie, comme étincelle, comme lumière en moi. Joséphine, où es-tu? Si tu m'entends, why not? Avec plaisir, je t'offrirai ce poème. Elle a allumé des bougies en vous, l'être humain que vous êtes, oui. Et aussi le poète. Comment se sent-on interpellé quand on est poète? Oui, disons que le poète, en fait, c'est quelqu'un qui a un regard décalé. C'est-à-dire que je rattache vraiment le poète avec, disons, la longue tradition prophétique. C'est-à-dire que ces individus, en fait, qui ne voient pas simplement le verre, objet physique, mais qui voit aussi le supplément, le substrat qu'il y a dans le verre. C'est-à-dire que le poète, c'est-à-dire qu'on entre en poésie, ou alors on devient poète d'un moment où on regarde différemment les choses. On regarde plus la surface, mais on cherche peut-être une sorte d'intériorité et de langage, de communication, de parallélisme ou même pourquoi pas de croisement entre différentes choses qui, à première vue, ne semble pas du tout être faite pour aller ensemble. Le poète, finalement, même aussi, c'est un fou. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, en fait, qui va même avoir peur, par exemple, de dévoiler qu'il est poète. Parce qu'il sait, en fait, qu'il touche à des aspects tellement profonds dans l'imaginaire, dans ce que c'est que être humain, qu'il aura peur de le dire. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui a le secret, par exemple. C'est une tradition bien gardée en Suisse. Et puis, en général, il faut pas dire qu'on a le secret. C'est les autres qui doivent révéler qu'on a le secret. Pour moi, c'est un peu ça, le poète. C'est quelqu'un qui communique entre différents mondes. Alors, il faut écouter le poète. Oui, je pense qu'il faut surtout écouter le poète, surtout écouter, pas le lire, surtout l'écouter. Ce silence, Timba Bema, que vous pointez, il est dans le titre, il est aussi dans cette variation poétique. De quelle nature est-il ? Oui, c'est-à-dire que la variation, justement, c'était le thème d'explorer la complexité des choses. C'est-à-dire que vraiment de mettre en parallèle des choses, justement, qui ne semblent pas communiquer, et aussi, c'est-à-dire de dépasser la limite de l'espace et du temps. C'est-à-dire qu'il était très important pour moi, par exemple, en fait, de pouvoir finalement retracer le plus loin possible le naufrage de Joséphine. C'est-à-dire que le naufrage de Joséphine, je le repousse jusqu'à il y a 400 ans. C'est-à-dire que ce moment, en fait, finalement, qui est charnière dans l'histoire africaine, qui est la rencontre, finalement, avec le monde européen et qui se fait aussi à travers les bateaux. C'est-à-dire que les bateaux, finalement, en fait, sont devenus une sorte de prétexte comme ça pour voir finalement comment est-ce que ce continent-là, cette humanité-là, a été progressivement dépossédée d'elle-même. Mais il a le mauvais rôle, le bateau? Non, pas forcément. Il n'a pas le mauvais rôle justement parce que je reste vraiment d'un registre de la complexité. C'est-à-dire que je montre par exemple comment est-ce que le bateau était le véhicule de l'âme, de l'esprit par exemple. Donc comment est-ce que le bateau, l'arbre finalement, symbolisait la vie. Et comment est-ce que le bateau est devenu un instrument, un véhicule de la mort. Donc c'est vraiment cette variation-là, ces passages, ce changement entre un certain état des choses comme le bateau qui permet d'aller vers les autres, mais qui aussi en même temps permet de déposséder les autres de qui ils sont. Donc c'est vraiment cette complexité-là que je voulais traduire à travers cette variation. Dépossession, mais aussi dans la cale de tout bateau est cachée une malle où se trouve un nouveau monde. Ça, c'est quoi? L'espoir ou l'illusion? Le poète
Et c'est là où ça devient très intéressant. C'est-à-dire en fait que le défi finalement poétique, il est le défi de la vérité. C'est-à-dire qu'il est en fait le défi de ce regard-là courageux qui va aller se confronter, disons, aux aspects les plus sombres, les plus lugubres, les plus noirs, les plus désastreux de l'histoire humaine. Mais le but finalement de se confronter à tout ça, ce n'est pas d'en sortir, on va dire, dépossédé, démuni, dans le désarroi. Mais le but dans tout ça, c'est de dire qu'il y a une possibilité de poursuivre la vie, qu'il y a une possibilité de changer la vie, qu'il y a finalement une possibilité de retrouver ce qu'on peut appeler l'essence même de la vie, qui est cette aspiration qu'on ne pourra jamais éteindre dans le cœur des hommes, des femmes, des enfants, des vieux, des jeunes, cette aspiration au bonheur. Et c'est peut-être ça le grand défi poétique. Donc je ne veux pas nommer ça comme une illusion, je ne veux pas nommer ça comme un espoir, mais je veux nommer ça comme étant finalement le sens même, la quête inextinguible de l'homme. Ces mers intérieures que vous évoquez dans les poèmes, quelles sont-elles ? Oui, les mers intérieures, ce sont ces espaces personnels, ces espaces de nos errements, ces espaces où nous nous cherchons, ces espaces où nous essayons d'aller quelque part à la quête de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a, je pense, en chacun de nous, une sorte de désir comme cela d'aller s'accomplir. Donc il y a une sorte de désir d'accomplissement, il y a une sorte de désir finalement d'exalter son existence. Et en fait, la mer intérieure, c'est finalement cet espace où nous pouvons cheminer vers quelque chose qu'on peut appeler qui nous sommes vraiment. En espérant ne pas faire naufrage. Bon, forcément, en espérant ne pas faire naufrage, mais aussi surtout, et c'est là peut-être encore l'autre grand drame, c'est que la mer intérieure, en fait, elle ne nous est pas laissée à nous-mêmes. C'est-à-dire que déjà qu'on ne la voit pas forcément, ou alors on en a peut-être un pressentiment, mais on ne sait pas quel est cet espace de nos possibilités. C'est-à-dire que, par exemple, la plus grande conquête n'est pas celle qui vise, par exemple, à dominer l'autre, mais la plus grande conquête finalement c'est celle qui commence d'abord par se dominer soi-même, et que c'est peut-être la plus dure et celle grâce à laquelle tout le reste est possible. Donc c'est vraiment aussi ça, cette idée de la mer intérieure, c'est-à-dire c'est vraiment cette idée en fait de dire que cet espace finalement là de notre humanité, cet espace de notre accomplissement qui nous sépare finalement d'une rive à l'autre de ce que nous sommes, occupons-le, naviguons, allons vers ce que nous sommes. Et peut-être que, à partir de là, le monde extérieur sera peut-être moins, on va dire, lugubre, sera peut-être moins triste que ce que nous voyons maintenant. C'est-à-dire que peut-être que Joséphine, finalement, n'apparaîtrait plus dans la réalité si elle avait pu, à l'intérieur de ce monde intérieur, avancer, cheminer vers qui elle était vraiment. Parce que c'est véritablement ça la question, c'est que Joséphine est issue de ce qu'on appelle une tyrannie. C'est-à-dire que les tyrannies, ce sont des régimes qui dépossèdent les individus d'eux-mêmes. Les tyrannies, ce sont des régimes qui vous volent vos rêves. Donc, qui finalement, en fait, à l'intérieur de cette mer intérieure, mettent des sortes de barrages, des crocodiles, et puis qu'est-ce que je sais d'autre, pour empêcher finalement à l'individu de cheminer. Naufrage des individus, naufrage des bateaux, ça va ensemble. Naufrage, vous nous le disiez, Timba Bema, des pays, peut-être même des civilisations. Et le capitaine, personnage récurrent dans ce... Ah oui, le capitaine, le fameux capitaine, l'intrépide capitaine. Mais le capitaine, c'est le tyran. Le capitaine, c'est celui qui est le maître des armes. Vous savez que dans un bateau, le capitaine, c'est celui qui, on peut dire, c'est l'alpha et l'oméga, c'est Dieu dans un bateau. Et le capitaine, c'est le tyran. C'est-à-dire que c'est vraiment, en fait, celui qui a dépossédé quelque part Joséphine de qui elle était. Et qui, en fait, l'a évacué de son intériorité, qui l'a évacué de la possibilité peut-être de voir un coucher de soleil magnifiquement beau dans cette main intérieure, qui l'a peut-être évacué de la possibilité d'entrer peut-être en relation avec les esprits des eaux qui continuent à habiter les profondeurs et qui rappelle à celui qui veut souvent les entendre les messages ultimes. Donc oui, le capitaine, c'est le tyran. C'est vraiment celui qui dépossède, c'est celui par exemple qui au Cameroun nous dépossède de qui nous sommes et dont nous avons absolument besoin. Mais alors comme celui qui, sortant de l'eau, a besoin d'une bouffée de respiration, nous avons besoin de le chasser. À votre
notre micro Annick Chuin, Timba Bema, qui est aussi performeur que poète. Il propose des lectures de ses poèmes en public. Ce fut le cas cette année lors du Salon du Livre de Genève. On va écouter un extrait de Les bateaux sombrent-ils en silence, extrait enregistré par la RTS à cette occasion. Joséphine, où es-tu? Joséphine! Où es-tu, Joséphine? Sur le pont du bateau en train de sombrer, sans une parole, sans une larme, un accordéoniste chétif jouait une rumba. Qui était cette femme au regard lucide assise à ses côtés? Joséphine. Les bateaux sombrent en silence dans l'indifférence des autres bateaux. Les bateaux sombrent en silence parce qu'ils n'ont pas de capitaine. Capitaine, où es-tu, capitaine? En vérité, le capitaine était un homme qui marchait comme on danse. Le capitaine ne savait pas piloter le bateau. Pourtant, capitaine, pourtant, on t'avait instruit toute ton enfance durant. En vérité, les bateaux sont des hommes. En vérité. Dans certaines mers intérieures, des bateaux sombrent en silence. Joséphine, où es-tu pendant que le bateau fend les eaux silencieuses et va accomplir son destin? Joséphine, Joséphine. Joséphine, où es-tu?